Comment introduire la lecture de cette dernière visite à Stéphane Mallarmé? Eh bien, la lettre, enfin, il y a deux lettres, mais la longue lettre que Valérie écrit à André Gide. Je me demandais comment j'allais pouvoir montrer la nature des sentiments qui unissaient Valérie à Mallarmé. Je crois que j'ai trouvé. Paul Valéry à André Gide, samedi 10 septembre 1898. Mon cher, je suis anéanti, Mallarmé est mort hier matin. J'ai reçu hier soir un télégramme de sa fille et je suis en train d'écrire à droite et à gauche. J'ai senti cette nuit où je n'ai pu me coucher toute l'affection que j'avais pour cet esprit. Et d'autant plus j'ai essayé de le pénétrer, d'autant plus je sens cette mort en moi. L'enterrement aura lieu demain, dimanche à 4 heures. Ton Paul Valéry. Lundi 12 septembre 1898. Mon cher André, voici des détails, cela me soulagera un peu d'écrire, car il y a 3 nuits que je ne dors plus, que je pleure comme un enfant et que j'étouffe. Enfin, j'ai perdu l'homme que j'aimais le plus au monde et de toute façon, pour mes sentiments et ma manière de penser, rien ne le remplacera. Je m'étais habitué avec lui à une familiarité absolument filiale, sur ses propres indications. Puis, il comprenait toutes sortes de pensées et mes écarts les plus singuliers trouvaient en lui un précédent. Au besoin, un appui, opinion mise à part. Tout cela est irréparable. Il y a 6 ou 7 semaines, j'ai passé la journée là-bas. Il m'a semblé là, il était tout blanc. Et son canot, qui hier flottait encore sur sa corde, était, me disait-il, délaissé. Nous allâmes causer dans sa chambre. Il me montra des brouillons d'Hérodiade en train, etc. Changea de flanelle devant moi, me donna de l'eau pour les mains et me parfuma ensuite avec son parfum. Le soir, avec sa fille, il m'accompagna à la gare de Vulaine, dans des conditions de nuit, de calme et de langage à 3 voix inoubliables. Vendredi soir, je suis rentré tard, vers 11 heures. J'ai trouvé le télégramme de Geneviève. Père est mort, etc. Je passe sur cette nuit, une des plus terribles que j'ai connues, avec celle d'hier. Le matin, j'ai télégraphié aux amis de Paris, je t'ai écrit, etc. Pierre-Louis, au dernier moment, n'a pas voulu venir là-bas. Je suis parti avec Régnier et Hérédia. Je les ai laissés aller déjeuner et j'ai été à la maison. Je ne sais si tu connais cet endroit. Voici un petit plan. En A était le cercueil. Quelques personnes le disposaient avec des fleurs. J'ai mis une couronne de roses à la tête. C'est la chambre de Mallarmé. À peine entrai-je dans le jardin que sa fille s'est jetée dans mes bras en pleurant et en disant « Ah, monsieur Valéry, papa vous aimait tant !» Puis, j'ai vu sa femme et dans quel état. Mais la pauvre fille qui a tout sacrifié à son père et qui formait avec lui un groupe si pur et si délicat, un antique moral. Voici comment il est mort. C'est un accident et unique. Depuis lundi, il avait une amygdalite. Aucune gravité, mais délicat de ce côté, il se couche. Vendredi, le médecin vient le voir. Il se trouvait mieux, naturellement, et voulait se lever. Tandis qu'il causait avec le docteur, un spasme de la glotte l'a tué net par asphyxie. Il s'est dressé, s'est jeté à genoux en étreignant le médecin, et il est retombé mort. Il paraît que ces cas sont extraordinairement rares. Ce spasme mortel n'avait que fort peu de rapport avec le mal de gorge existant. Peut-être l'eût-on sauvé si on avait songé à cette infime probabilité et que tout eût été prêt pour une trachéotomie d'urgence. Il est mort à 11 heures du matin. Sa fille prétend qu'à l'unique minute suprême, il a compris et qu'il a jeté à elle un regard. Je vois ce regard depuis qu'elle m'a dit cela. Peu à peu, les gens sont venus. Catulle Mendès, Roujon, Dirks, etc., Léna Tanson, assez de monde, en somme, qui emplissait le jardin, et à part moi, je crois, tout le monde était en tenue de campagne, de toutes les couleurs, en bicycliste, etc. On a été à l'église de Saint-Mauro par une chaleur terrible. Et puis au cimetière, qui est dans une situation charmante.
il aurait de là la même vue que de sa fenêtre. Rougon a parlé avec une grande émotion et il a donné les assurances qu'il fallait pour le sort des 2 femmes. Ensuite, Quillard m'a forcé à venir près de la fosse et à dire adieu au nom des jeunes. Et j'ai été absolument incapable de dire autre chose que des bredouillements confus. J'étranglais et personne n'a compris, pas plus que moi, les 4 sons que j'ai émis. Tu verras trace de cela dans les journaux d'aujourd'hui. Les derniers déchirements publics de sa fille ont eu lieu, puis on l'a éloignée et nous sommes partis. Tout cela m'est revenu cette nuit et ne pouvant plus respirer, je me suis levé, j'ai fait des fumigations, puis un orage énorme a éclaté et j'ai dormi 1 heure. Je te prie de garder cette lettre qui est une description exacte de hier. Je t'en demanderai plus tard une copie, car je n'ai pas envie ni courage d'écrire tout ceci pour moi maintenant. Ton Valérie. Alors, fort émouvant aussi, le même récit fait par Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, qui était là bien sûr avec ses 2 cousines, les 3 jeunes filles que Stéphane Mallarmé aimait emmener avec lui dans sa fluide gueule à jamais littéraire, aimait emmener avec lui faire des promenades sur la Seine. Que vous dire d'autre? Que c'est là que la première fois, Jeannie Gobillard, la cousine de Julie, a vu celui qui allait devenir son époux. C'est la première fois qu'elle a vu Paul Valéry, c'était sur la tombe de Stéphane Mallarmé. Et puis on parle de Henri Rougon, mais sa tombe est juste à côté de celle de Debussy au cimetière de Passy. Et Julie Manet raconte qu'il a parlé à l'église de Saint-Mauro pour la cérémonie, pour l'enterrement de Mallarmé. Et elle a dit qu'il avait arraché des larmes à tout le monde en parlant de la générosité de Mallarmé, qui était toujours prêt à donner la main et en baissant ses paupières. Je ne sais plus, il compare ses yeux à ceux d'un chevreuil ou d'une biche. Enfin, ça peut paraître un peu naïf, mais dans la façon dont le raconte Julie Manet, c'est très charmant. Voilà. Mais oui, c'est Jamiroquai. Lorsque j'ai commencé de fréquenter Mallarmé en personne, la littérature ne m'était presque plus de rien. Lire et écrire me pesait, et je confesse qu'il me reste quelque chose de cet ennui. La conscience de moi-même pour elle-même, l'éclaircissement de cette attention et le souci de me dessiner nettement mon existence ne me quittaient guère. Ce mal secret éloigne des lettres, desquelles il tient cependant son origine. Mallarmé, toutefois, figurait dans mon système intime le personnage de l'art savant et le suprême état de l'ambition littéraire la plus relevée. Je m'étais fait de son esprit une profonde compagnie et j'espérais qu'en dépit de la différence de nos âges et de l'écart immense de nos mérites, le jour viendrait que je ne craindrais pas de lui proposer mes difficultés et mes vues particulières. Ce n'était point qu'il m'intimidât, car personne ne fut plus doux, ni plus délicieusement simple que lui. Mais il me semblait alors qu'il existât une sorte de contraste entre l'exercice de la littérature et la poursuite d'une certaine rigueur et d'une entière sincérité de la pensée. La question est infiniment délicate. Devais-je en saisir Mallarmé? Je l'aimais et je le plaçais au-dessus de tous, mais j'avais renoncé à adorer ce qu'il avait adoré toute sa vie et à quoi il l'avait toute offerte, et je ne me trouvais pas le cœur de le lui faire entendre. Tu comprends?
Je ne voyais cependant d'hommage plus véritable à lui rendre que de lui confier ma pensée et que de lui montrer combien ses recherches et les analyses très fines et très précises dont elle procède avaient transformé à mes yeux le problème littéraire et m'avaient conduit à abandonner la partie. C'est que les efforts de Mallarmé, très opposés aux doctrines et aux soucis de ses contemporains, tendaient à ordonner tout le domaine des lettres par la considération générale des formes. Il est extrêmement remarquable qu'il soit arrivé, par l'étude approfondie de son art et sans connaissance spécifique, à une conception si abstraite et si proche des spéculations les plus élevées de certaines sciences. Il ne parlait jamais, d'ailleurs, de ses idées que par figure. L'enseignement explicite lui répugnait étrangement. Son métier qu'il abhorrait était pour quelque chose dans cette aversion, prof d'anglais. Mais moi, en essayant de me résumer ces tendances, je me permettais intérieurement de les désigner à ma façon. La littérature ordinaire me semblait comparable à une arithmétique, c'est-à-dire à la recherche de résultats particuliers dans lesquels on distingue mal le précepte de l'exemple. Celle qu'il concevait me paraissait analogue à une algèbre, car elle supposait la volonté de mettre en évidence, de conserver à travers les pensées et de développer pour elle-même les formes du langage. Mais du moment qu'un principe a été reconnu et saisi par quelqu'un, il est bien inutile de perdre son temps dans ses applications, me disais-je. Le jour que j'attendais ne vint jamais. J'ai vu pour la dernière fois Stéphane Mallarmé le 14 juillet 1898 à Valvin. Le déjeuner achevé, il me conduisit à son cabinet de travail, je le mets entre guillemets, 4 pas de long, 2 de large, la fenêtre ouverte à la Seine et à la forêt au travers d'un feuillage tout déchiré de lumière, et les moindres frémissements de la rivière éblouissante, faiblement redits par les murs. Mallarmé s'inquiétait des suprêmes détails de la fabrication du coup de dé. L'inventeur considérait et retouchait du crayon cette machine toute nouvelle que l'imprimerie Lahure avait accepté de construire. Nul encore n'avait entrepris, ni rêvé d'entreprendre, de donner à la figure d'un texte une signification et une action comparables à celle du texte même. Je me rappelle que dans un autre texte d'hommage de Valéry à Mallarmé, plus long d'ailleurs, Valéry avoue l'extrême surprise qu'il a eue la première fois que Mallarmé lui a montré les épreuves du coup de dé. Mais je crois que c'était rue de Rome. Et est-ce que cela ne vous semble pas un acte de folie, avait dit Mallarmé. Et Valéry s'était excusé sur la nouveauté, il était perplexe. Et peu après, il a dit, il m'a semblé qu'il avait essayé d'élever une page littéraire à la puissance du ciel étoilé. Je me souviens. Alors donc, je reviens, attendez, à la page d'avant. Nul encore n'avait entrepris, ni rêvé d'entreprendre, de donner à la figure d'un texte une signification et une action comparables à celle du texte même. Comme l'usage ordinaire de nos membres nous fait presque oublier leur existence et négliger la variété de leurs ressources, ça c'est l'usage ordinaire, et comme il arrive qu'un artiste du corps humain nous en fasse voir quelquefois toutes les souplesses, au prix de sa vie qu'il consume en exercice et qu'il expose au danger de son désir, ainsi l'usage habituel de la parole, la pratique de la lecture cursive et celle de l'expression immédiate affaiblissent la conscience de ces actes trop familiers
et abolissent jusqu'à l'idée de leur puissance et de leur perfection possible, à moins que ne survienne et ne se dévoue quelque personne étrangement dédaigneuse des facultés de son esprit, mais singulièrement attentive à ce qu'il peut produire de plus inattendu et de plus délié. J'étais auprès de cette personne. Rien ne me disait que je ne la reverrais jamais plus. Il n'y avait point, dans l'or du jour, de corbeau chargé de prédire. Tout était calme et sûr. Mais cependant que Mallarmé me parlait, le doigt sur la page, il me souvient que ma pensée se mit à rêver de ce moment même. Elle y donnait distraitement une valeur comme absolue. Je songeais, près de lui vivant, à son destin comme achevé, né pour le délice des uns, pour le scandale des autres, et merveille pour tous, pour ceux-ci de démence et d'absurdité, pour les siens, merveille d'orgueil, d'élégance et de pudeur intellectuelle. Il lui avait suffi de quelques poèmes pour remettre en question l'objet même de la littérature. Son œuvre, difficile à entendre, impossible à négliger, divisait le peuple lettré, pauvre et sans honneur. La nudité de sa condition avilissait tous les avantages des autres. Mais il s'était assuré, sans les rechercher, des fidélités extraordinaires. Quant à lui, dont le sourire de sage, de victime supérieure, accablait doucement l'univers, il n'avait jamais demandé au monde que ce qu'il contient de plus rare et de plus précieux, il le trouvait en soi. Nous sommes allés dans la campagne. Le poète artificiel cueillait les fleurs les plus naïves. Bleuets et coquelicots chargeaient nos bras. L'air était feu, la splendeur absolue, le silence plein de vertiges et d'échanges, la mort impossible ou indifférente. Tout formidablement beau, brûlant et dormant. Et les images du sol tremblaient. Au soleil, dans l'immense forme du ciel pur, je rêvais d'une enceinte incandescente où rien de distinct ne subsiste, où rien ne dure, mais où rien ne cesse. Comme si la destruction elle-même se détruisit à peine accomplie. Je perdais le sentiment de la différence de l'être et du non-être. La musique parfois nous impose cette impression qui est au-delà de toutes les autres. La poésie, pensais-je, n'est-elle point aussi le jeu suprême de la transmutation des idées? Mallarmé me montra la plaine que le précoce été commençait de dorer. Voyez, me dit-il, c'est le premier coup de cymbale de l'automne sur la terre. Quand vint l'automne, il n'était plus.